Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors aujourd'hui, cette vidéo se propose d'être une introduction à un chapitre assez conséquent qui touche plusieurs BTS puisque il s'agit là des bases de données et on le retrouve dans de nombreux BTS. SEO bien sûr, mais également le BTS gestion de la PME, entre autres. Et puis bien évidemment que ce cours concernera également les personnes inscrites en DCG, puisque là encore, c'est à votre programme. Et cette introduction se propose de montrer en préambule de la suite qui sera proposée sur plusieurs vidéos pour voir un peu la méthodologie des SGBDR, mais se propose de vous montrer ce qu'est un système qui tourne sous SGBDR. Alors SGBDR pour système de gestion de base de données relationnelles, dont un des plus connus est Access de la marque Microsoft, et qui fait partie du pack Office, enfin de certains pack Office, parce que Access effectivement est un système difficile à appréhender. Si vous n'avez pas eu de cours dessus, vous l'ouvrez, vous allez le refermer tout de suite, parce que vous n'y comprendrez rien, c'est normal. Ça réclame beaucoup de savoir pour pouvoir l'utiliser, donc il n'est pas par défaut sur l'ensemble des moutures du pack Office. Alors, le système que je vous propose de voir est celui d'un éditeur de livres. Alors, c'est un vrai système que j'avais créé à l'époque, mais qui a le mérite d'être assez complet et qui montre bien quel est l'intérêt de passer par un SGBDR pour la gestion d'une entreprise. Alors, pourquoi ? Parce que un éditeur, ça vend des livres, mais ça rétribue également des auteurs. Et donc tout ça est sous-tendu par des cotisations qu'il faut retirer des droits d'auteur de ces auteurs. Et c'est assez complexe à gérer. Donc on ne peut pas utiliser un système clé en main comme peut l'être EBP, gestion commerciale, ou les solutions Sage, etc. Peu importe les éditeurs de logiciels correspondants, mais en tout cas, il n'existe pas dans ces premières moutures de système permettant de gérer ça. Alors, il en existe avec des éditeurs spécialisés qui proposent des systèmes de gestion clé en main pour les éditeurs, mais ça a un coût et c'est souvent très cher. Voilà. Alors on va voir à quoi ça sert dans un premier temps. Tout simplement, ça sert à facturer des livres, puisque c'est le boulot d'un éditeur de livres. Ça sert à facturer des livres. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, vous voyez qu'on a créé un système d'état. Donc un état, dans le jargon des bases de données, c'est un document qui est préparé pour être imprimé. Alors ici, il me demande un identifiant de facture, je vais mettre le 32, voilà, et vous voyez que ça me donne ma facture prête à être imprimée avec le net à payer pour la librairie. Alors la TVA est à 0 parce que cette société à l'époque n'était pas assujettie à la TVA pour X raisons, mais c'était déjà les prémices de l'entrepreneur individuel. Donc la société n'était pas soumise à la TVA. Donc on a évidemment un total hors taxe qui est identique on est à payer. On a les différents livres, leur quantité, le prix vendu au libraire à l'unité, et puis évidemment la quantité fois le prix pour avoir le total. On a la date de facture, la date du relevé libraire, tous ces renseignements qui permettent de pouvoir gérer une facturation client. Ok, donc ça, à la limite, on pourrait se dire, il n'y a rien d'exceptionnel à ça.
Oui, sauf que on a également ce qu'on appelle dans le jargon professionnel en édition de livres, les rééditions. Ce qu'on appelle une réédition, c'est les droits d'auteur que l'on redistribue après les ventes aux auteurs. Donc je vais mettre le nom d'un auteur, donc pour ne léser personne, je vais mettre moi-même. Voilà, et on voit que le système me donne mes coordonnées, très bien, mais également la liste de tous les livres qui ont été vendus, dont je suis l'auteur. Voilà. Et la particularité, c'est celle-ci, c'est que vous voyez qu'une fois qu'on a saisi tous les livres vendus, il va falloir retirer un certain nombre de choses. La maladie, la CSG déductible, la CSG non déductible, CRDS, etc. On a également les contributions à l'AGESA. L'AGESA, c'est la sécurité sociale pour les auteurs. Hein. Donc il y a aussi ça à enlever. Vous voyez qu'il y a toute une série de paramètres qu'il faut prendre en compte lorsque l'on fait une réédition à un auteur. Donc là, vous voyez, on voit bien la justification d'un tel système, car pour obtenir ça, il a fallu faire de la programmation afin d'arriver à pouvoir faire ce que l'on souhaite que le système fasse. Et ça ne se trouve pas dans le commerce facilement. Je répète, il y a des éditeurs qui le font, mais à un prix assez prohibitif. Donc voilà pour ce à quoi ça sert. Voilà, ça permet donc une gestion des choses. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, voilà le système dans son intégralité. Et c'est donc une série de tables qui vont permettre de stocker des données, des valeurs. Et ces valeurs vont être récupérées, traitées au sein du système pour pouvoir générer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire soit des factures pour les libraires, c'est-à-dire les factures clients, soit des rééditions pour les auteurs, c'est-à-dire ni plus ni moins les salaires des auteurs que vous devez fournir à votre staff d'écrivains. Donc on a des tables, donc une table c'est un tableau. Alors l'auteur, on peut le voir ici. Vous voyez que c'est un tableau, une table, avec le code auteur, la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, un complément d'adresse, la ville, le CP, le numéro de sécu, le téléphone, le mail. Bon, on met là-dedans tout ce qu'on veut. La GSA, c'est si l'auteur est affilié à la GSA ou non. Il peut être étranger, donc à ce moment-là, il ne va pas aller à la GSA puisqu'il a son propre système de sécurité sociale dans son pays, etc. Donc voilà cette table une fois qu'elle est positionnée ici. Alors on ne va pas tout voir non plus dans le détail, mais la structure pivote finalement dans des tables un peu centrales, comme la facturation. Vous voyez que c'est elle qui est le centre névralgique du système. Et si on analyse un peu rapidement, on voit qu'une facture correspond à un libraire qui peut avoir une infinité de correspondances. Une correspondance, c'est les courriers entretenus avec ce libraire ou les mails, etc. Alors, vous voyez que dans ce modèle relationnel, on a les petits signes. Donc là, ce signe-là veut dire infini, ce signe-là veut dire 1. Et donc, un libraire a une infinité de correspondances, mais une correspondance ne correspond qu'à un seul libraire. Ce même libraire a une infinité possible de factures, mais une facture ne correspond qu'à un seul libraire. Une facture peut contenir plusieurs lignes de facturation, puisque si plusieurs livres ont été vendus, on va facturer plusieurs livres différents. Ces contenus de facture ne concernent qu'un seul livre. Une ligne d'en contenir ne concerne qu'un seul livre, évidemment.
hein. On parle bien ici. Je réouvre une facture hein, pour qu'on comprenne bien. Voilà, ce qu'on appelle un contenu de facture, c'est une ligne ici. D'accord? Voilà, là c'est une deuxième ligne, là c'est une troisième ligne, etc. Donc, elles ne correspondent chacune de ces lignes qu'à un seul livre, hein, comme précédemment dit, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, un livre donc, peut avoir plusieurs lignes de facturation s'il s'est vendu plusieurs fois. Un livre appartient qu'à une seule collection, mais à une collection, on peut avoir une infinité de livres. Un livre peut être écrit par plusieurs auteurs, c'est notamment le cas des compilations ou certains livres scientifiques qui ont plusieurs contributions d'auteurs différents. Et donc ce livre peut avoir été écrit par plusieurs auteurs, un auteur peut écrire plusieurs livres, mais une ligne d'écriture, c'est-à-dire un auteur sur un livre exposant ses droits, le montant de ses droits, ne correspond qu'à un livre et un seul auteur. Et donc effectivement, si pour un même livre j'ai plusieurs auteurs, dans cette table écrire, j'aurai plusieurs fois le même code livre apparaissant avec des codes auteurs différents, évidemment. Donc un prix a un prix, un livre a un seul prix, mais un prix peut concerner une infinité de livres. Un livre a un seul format. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a l'auteur, donc l'auteur on l'a vu, il peut écrire une infinité de livres. Il n'a qu'un seul taux, c'est ses cotisations sociales. Le taux peut concerner une infinité d'auteurs. Cet auteur peut avoir plusieurs correspondances, mais une correspondance ne concerne qu'un auteur. Il n'habite qu'une seule ville possible. Dans une ville, je peux avoir évidemment une infinité d'auteurs, et cette ville n'est que dans un seul pays possible. Vous voyez, hein, ici, le petit 1 qui me montre qu'une ville ne concerne qu'un seul pays. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous pouvez remarquer que sur certaines données, nous avons un petit signe qui apparaît, comme ici. Eh bien, ce petit signe indique une clé primaire, c'est-à-dire que cette valeur ne pourra être saisie qu'une seule fois dans la base, car si on essaie de saisir deux fois pour le même champ la même valeur, si c'est une clé primaire, le système ne laissera pas valider la saisie. Alors ça, ce sont les tables. Donc on les a vues, les tables, hein. On peut, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ouvrir la table livre, je ne la trouve pas, elle est là. Hop, je vais l'ouvrir pour qu'on voit à quoi ça ressemble encore une fois. Donc voilà, c'est un tableau avec l'ensemble des saisies correspondant, donc une ligne correspondant à un livre différent à chaque fois. Nous avons également les requêtes. Alors les requêtes sont des questions ou des traitements opérés sur les données par le système. Donc elles vont permettre d'obtenir des renseignements et tout ça grâce à un système qui est celui-là. Donc on a les tables en haut, et puis ici on va sélectionner des champs. Donc là on veut le nom de l'auteur, on veut la somme des quantités qu'il a vendues de livres, et puis la date de la facturation correspondante à cette requête. Et en fait, vous voyez qu'ici on a un champ de critères qui va poser la question. Donc on voudra connaître la date de début et la date de fin de la période concernée par cette recherche d'informations. Et donc on va pouvoir créer tout un tas de requêtes pour interroger notre base de données ou bien pour modifier des choses. On appelle ça les requêtes actions qui en fait permettront de modifier certaines données, les supprimer, les mettre à jour, les mettre à jour ou insérer de nouvelles données. On est là dans le requêtage SQL directement, hein, puisque vous voyez que
hop, derrière Access, on a bien du code SQL qui est généré. Alors ce code SQL, vous pouvez également le modifier, le programmer, hein, avec des choses assez complexes. Et ça me permet de vous rappeler que SQL existe dans la vraie vie, comme vous pouvez le constater à l'écran. Donc voilà pour les requêtes. Et puis nous avons les formulaires. Alors les formulaires, c'est simplement, comme son nom l'indique, un formulaire qui va permettre de saisir des données dans les différentes tables. Alors je vais ouvrir le formulaire livre, voilà. Vous voyez que ici, je vais pouvoir facilement insérer de nouvelles données ou un nouveau livre. Et également voir ici, vous voyez que pour un livre donné, eh bien, j'ai la liste de tous ces auteurs qui sont là avec leurs droits. Qu'est-ce que c'est que cette partie-là? C'est ni plus ni moins que la vision de la table auteur, ou plutôt de la table écrire, qui liste les auteurs et leurs droits, on l'a vu tout à l'heure, qui apparaît dans ce formulaire. Ça me donne des informations qui me sont utiles pour travailler au sein des formulaires. Donc il y a en principe un formulaire par table, sauf dans le cas des tables de concaténation. Alors une table de concaténation, qu'est-ce donc? Eh bien, par exemple, contenir ici est une table de concaténation. Pourquoi? Eh bien parce que elle va permettre de lier livre à facture, qui ne pourrait pas l'être directement, puisqu'une facture ne concerne pas qu'un seul livre, et un livre n'est pas concerné par une seule facture, donc plusieurs donne la création d'une table de concaténation. Nous verrons ça en détail dans des vidéos prochaines. Donc voilà, les formulaires permettent de saisir des données dans la base. Et puis les étapes, on les a déjà vues, hein, c'est la préparation des documents à imprimer. Donc je vous remontre une facturation. Voilà, ici vous avez, si on imprime ça, on aura directement la facture à envoyer à notre client pour qu'elle soit réglée. Donc voilà pour cette introduction aux bases de données. J'espère que vous comprenez mieux quel est le but recherché, c'est-à-dire un véritable système de gestion complet de l'activité de l'entreprise, et tout en arrivant à vraiment faire en sorte que le système nous donne exactement ce que l'on souhaite. Je remontre le formulaire de reddition. Vous voyez que ici, il me donne tout ce qui a été vendu pour un auteur particulier. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, il va me permettre de automatiquement générer ces calculs de façon à ce que je puisse savoir exactement ce que je dois lui verser et ce que je dois lui retirer sur ses droits d'auteur pour payer les organismes sociaux. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux l'intérêt d'un GBDR. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.